Chose promise, chose due, aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai pu gagner 11 minutes au marathon et passer de 2h55 à 2h44. On va passer en revue tous les critères qui, selon moi, ont pu jouer sur la progression d'un marathon à l'autre. Et évidemment, je vais essayer de chiffrer un peu ça, de vous donner un gain de performance avec chacun de ces critères. Et oui, dans les critères, il va y avoir les chaussures magiques, il va y avoir le profil du parcours qui était légèrement descendant. Rassurez-vous, je vais rien cacher. Et le but de tout ça, plus que de savoir comment j'ai gagné 11 minutes depuis mon dernier marathon, c'est de me dire qu'est-ce que je peux encore penser gagner sur le prochain, les prochains en fait, parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'aller essayer d'estimer un petit peu jusqu'où je pourrais aller dans le futur. Bref, c'est un exercice que je recommande à chacun de faire après une course principale, une course majeure en fait, c'est d'aller analyser sa course et d'analyser tous les critères qui ont bien été, qui ont moins bien été, qui sont améliorables et de se dire qu'est-ce qu'on peut aller faire, qu'est-ce qu'on peut aller transformer dans son entraînement, dans sa manière de faire pour que sur la prochaine course, on soit encore meilleur. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, ensuite, il reste plus qu'à aller s'entraîner, à faire les choses comme on les a prévues et en général, quand on a un plan, ça fonctionne. Comme les Américains aiment bien dire, fail to plan, plan to fail. Bref, si on passe sur le premier critère, évidemment, c'est d'avoir un plan d'entraînement solide pour progresser. Et là, moi je donne environ 2 minutes de progression grâce à mon plan d'entraînement. Vous allez me dire, 2 minutes de gagner sur marathon en 4 ans, c'est pas grand chose parce que mon dernier marathon il date de 2017. C'est un critère qui est super important pour juger des 11 minutes que j'ai pu gagner. Et là vous allez me dire, mais pourquoi tu penses avoir gagné seulement 2 minutes? C'est parce que tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé entre ces 4 ans? Je suis passé de la course à pied au duathlon et au triathlon, donc j'ai beaucoup moins travaillé ma course à pied pendant cette période. Et la deuxième raison, c'est simplement que ma préparation pour le marathon du Petit Train du Nord, elle a été courte, vraiment courte. Même si j'étais sérieux sur les entraînements, comme on peut le voir, sur cette préparation marathon, j'ai fait 864 km. J'ai fait 12 semaines, un petit peu raccourci en fait parce que j'ai squeezé pas mal d'entraînements. Au lieu de faire du 5 fois par semaine, j'ai souvent été sur du 6 fois en regroupant certaines parties de l'entraînement. Bref, vous pouvez le voir, j'ai suivi les entraînements comme il faut sur le campus. Ça m'a permis d'arriver dans une bonne forme, mais j'appellerais pas ça mon top de forme. Je sais qu'il y a encore largement mieux à aller chercher et les 2 minutes que j'ai pu gagner ici, je sais que sur un prochain marathon, il y a encore environ 5 minutes à aller gagner selon moi sur le plan d'entraînement et la manière dont je progresse grâce à ce plan d'entraînement. Et quand je dis 5 minutes, je parle pas forcément du prochain, surtout que le prochain, ça va être Boston, c'est pas le plus facile. Je parle dans les futurs marathons. Ça sera peut-être dans 2, dans 3, dans 4 marathons que j'arriverai à gagner ces 5 minutes. Faut être patient sur le marathon, faut être humble, mais quand on travaille, qu'on continue de s'entraîner et de tout faire pour s'améliorer, à un moment ça paye. Et puis littéralement, si on s'intéresse un petit peu au contenu du plan d'entraînement, ce qu'on peut voir, c'est que malgré que ma prépa n'a pas été optimale du tout cette année, elle est quand même un petit cran au-dessus de ce que j'ai fait à Paris en 2017, notamment sur le kilométrage, la qualité des séances. Ce qu'on peut voir, c'est que en 2021, ma plus grosse semaine, elle est à 110 km. Il n'y a pas que le volume dans la vie, mais ça compte parce que sur ces semaines à 90, 110 km, et j'en ai eu d'autres à 86 ici, 76 avant, à chaque fois, j'avais 2 séances de fractionnés vraiment très qualitatives dans la semaine, une belle sortie longue. Il n'y a pas eu d'accro pendant cette prépa. J'ai fait toutes les séances et ça, quand on l'accumule jusqu'au jour de la course, ça paye en général. Et si je regarde la prépa que j'ai eue en 2017, c'est un petit cran en dessous en fait. Les semaines d'affûtage, c'est normal, elles sont plus basses. La plus grosse semaine était à 90, on a un 80 km. On est un cran en dessous, notamment en termes de régularité dans les séances que j'ai pu faire dans la prépa de 2017. Je l'ai analysé en détail et je sais que j'étais pas aussi rigoureux chaque semaine sur l'entraînement à l'époque. Donc ça, quand on compare les deux, là aussi, ça paye un petit peu. Donc seulement 2 minutes, mais je sais que dans le futur, il y a beaucoup à gagner à faire la même chose, mais pas sur une dizaine de semaines, sur 24 semaines à chaque fois. Et là, ça va être vraiment payant. Donc évidemment, c'est le gros critère qui, je pense, va pouvoir m'aider à progresser sur marathon. Mais il y en a d'autres, on va le voir. Et le deuxième critère, c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé, même si j'en parle régulièrement, c'est le renforcement musculaire. Et là, j'estime avoir déjà gagné 2 minutes sur mon marathon grâce au renforcement musculaire. J'en ai pas fait énormément,
mais j'en ai fait pendant ma période triathlon. L'hiver, j'avais au moins une séance de renforcement musculaire par semaine, parfois 2, souvent au poids du corps ou avec peu de poids parce que je l'ai fait à la maison, surtout dans les dernières années. Avec les hivers en mode Covid, il n'y avait pas de salle, donc on faisait ça à la maison. C'était quelque chose qui, à mon avis, a quand même joué pas mal parce que musculairement, j'ai réussi à aller jusqu'au bout du marathon, même si ça a été difficile, même si ça a été mon facteur limitant sur ce marathon du Petit Train du Nord. Je sais que j'étais quand même plus solide qu'avant. Donc je pense avoir gagné environ 2 minutes là-dessus. Et clairement, il y a un bon 2 minutes à aller gagner encore dans le futur. Et ça, j'espère bien que ça soit dès l'année prochaine parce que on va en reparler, mais là, je vais à la salle 2 fois par semaine. Et là, je ne fais pas du renforcement poids du corps. On y va avec du gros poids. On va vraiment sur de la musculation. Alors, on est plus que sur du renforcement. Et j'espère bien que ça va payer dans le futur. Ensuite, je vous ai mis un critère qui, au final, m'a fait gagner 0, je pense. Mais c'est important de le préciser et je veux le mettre dans cette vidéo pour vous qui la regardez. C'est un respect à la lettre du plan de course. Et je vous ai sorti quand même mon marathon de 2017. Le plan de course, il était respecté jusqu'au 34e, mais c'est pas un non-respect du plan de course qui m'a fait me planter en 2017. C'est littéralement les problèmes musculaires et énergétiques. On va y revenir aussi sur l'aspect énergétique. Sinon, comme on peut le voir ici, ma course était vraiment régulière. J'étais sur l'allure que j'avais prévue, que je m'étais entraîné pour. Donc, de ce côté-là, c'était bon. La seule différence, c'est que sur la fin de course, on peut le voir, c'est parti en sucette. Alors que là, au Petit Train du Nord, il n'y a pas de sucette. On est parti jusqu'au bout sur le même rythme, avec même un beau dernier kilomètre qui est plus rapide que le reste. Donc ça, la différence, elle est de 0 entre ces 2 marathons pour moi. Mais il faut l'avoir et il faut que je le garde en tête, il faut que vous le gardiez en tête. C'est si on n'a pas un respect à la lettre de son plan de course, eh bien tout ce qu'on peut dire à côté, tout ce que je peux vous expliquer, ça n'aura pas d'intérêt. Il faut partir sur la vitesse qu'on a prévue, qu'on s'est préparé pour, et le reste, après, on peut en parler. Et justement, on parlait du mur énergétique, et je voudrais embrayer sur la stratégie de ravitaillement, parce que je pense qu'en 2021, j'ai gagné facilement 2 minutes sur cet aspect-là. On parle souvent, et on va en parler après, des chaussures magiques et de ce qu'elles ont apporté à la performance en course à pied. Eh bien, moi, je pense que les nouvelles technologies qu'on a, notamment dans les gels Morton sur le ravitaillement, qui nous permettent d'ingérer plus de glucides avec moins de troubles digestifs, eh bien ça, c'est un facteur énorme dans la performance parce que ça nous permet littéralement de faire ce que j'ai fait au marathon du Petit Train du Nord, c'est-à-dire d'avoir encore de l'énergie sur la fin de course. Si musculairement j'étais limité, eh bien à la fin du marathon, j'avais encore de l'énergie, je sentais que je pouvais courir plus vite si j'avais eu les muscles, en tout cas j'aurais pu. Donc là, littéralement, il y a un 2 minutes de gagné à mon avis. Il n'y a rien à gagner en plus dans le futur parce que là, je sais que ma stratégie de ravitaillement, elle est aux petits oignons, elle fonctionne. Il n'y a plus qu'à refaire à peu près la même à chaque marathon. Ça, c'est un truc qui est réglé pour moi. Ensuite, il y a un critère qui est hyper important et que je n'ai pas forcément bien réalisé sur mes 2 premiers marathons. Donc, j'ai voulu comparer entre Paris et le Petit Train du Nord. Si je l'avais bien fait, c'était l'affûtage. Parce que sur une distance comme sur le marathon, même si les autres distances c'est important aussi, sur le marathon c'est primordial d'avoir un affûtage vraiment efficace, de vraiment réduire la charge. On doit vraiment se sentir sur la fin d'une prépa marathon en mode « je comprends pas, j'aimerais en faire plus », d'avoir peur de ne pas en faire assez en fait. Et c'est comme ça qu'on se retrouve sur la ligne de départ avec des sensations de feu, une énergie à un niveau comme on ne l'a jamais connu. Et ça, j'ai comparé. En 2017, littéralement, j'avais été pas mauvais de ce côté-là. Il y avait 45 km sur la semaine, la S-1 du marathon, 70 km la semaine d'avant, alors que sur mes grosses semaines, j'étais à 80-90 km. Donc, il y avait eu la réduction de 25%, 25 à 30% par semaine pendant l'affûtage. On était bon. Et évidemment, si on regarde comment ça s'est passé en 2021, là, c'était géré par Campus, donc j'avais pas de doute. Mais l'avant-dernière semaine, 59 km. Celle d'avant était encore à 90. Oui, mais la grosse semaine dans cette prépa-là, elle a été à 110. Donc, on a fait la réduction tranquille qui m'a permis d'arriver la semaine de la course avec de l'énergie en masse, comme je vous le disais. Et ça, c'est important aussi, c'est que l'énergie qu'on a le jour de la course, il faut l'emmagasiner avant. C'est pas juste avec les gels qu'on va pouvoir en récupérer
pendant la course. Donc là-dessus, 0-0, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à aller gagner pour moi dans le futur, mais par contre, c'est un critère important que je veux que vous gardiez en tête pour le marathon. Allez, on passe au profil du parcours parce que là, clairement, il y a un gain, évidemment. Et pour ça, eh bien, je vais changer le type de graphique sur Strava. On va changer de allure à VAP. Du coup, si on veut comparer les deux, eh bien, à Paris, selon Strava, on avait 141 mètres de dénivelé positif. Sachant qu'on arrivait au même endroit qu'on partait, bon, on peut estimer qu'on avait aussi 140 mètres de dénivelé négatif sur le parcours. Et là, la valeur ajustée selon la pente, eh ben, elle me fait gagner environ 1 seconde au kilomètre par rapport à l'allure réelle. Donc, j'ai perdu du temps à Paris à cause du parcours. Ça, on le sait, c'est une surprise pour personne. On perd entre 45 secondes et 1 minute sur le parcours de Paris, juste à cause des petites montées qu'on a. Et à l'inverse, sur le parcours du Petit Train du Nord, bah vous le voyez, le parcours, il était descendant. Je le savais, je ne l'ai pas caché, c'était un parcours qui était quand même relativement facile. Moi, ça m'allait bien parce que je venais d'une prépa très courte, d'une année compliquée. Donc, ça m'a permis d'aller chercher la qualif pour Boston sans prendre de risques. Et ce qu'on voit ici, eh bien, c'est que l'allure réelle qui est de 3 minutes 53 au kilomètre, si on la met en valeur ajustée selon la pente, eh bien, ça donne 3,55. On gagne environ 2 secondes au kilomètre à cause de la pente sur le parcours du Petit Train du Nord. Donc ça, eh bien 2 secondes au kilomètre, si on le rapporte aux 42 km de la course, ça fait environ 84 secondes de gagné. On va arrondir ça à 1 minute 30, grosso modo, que j'ai gagné littéralement grâce au parcours du Petit Train du Nord versus un marathon standard au final. Et si on regarde à Paris, bah là, 1 seconde de perdu, c'est 45 secondes de moins. Donc on est même à 2 minutes d'écart entre le Petit Train du Nord et Paris. Du coup, évidemment, si on pense futur marathon, eh bien là, il n'y a rien à gagner. Il y a même un malus de 1 minute 30 qu'il faut que je mette versus un parcours tout plat. Et pour ceux qui ne seraient pas d'accord avec cette analyse, qui pensent toujours qu'un marathon en descente, c'est de la triche, je me battrai plus là-dessus. Honnêtement, je m'en fiche. La meilleure des réponses que j'aurais à apporter, c'est quand je battrai ce chrono de 2h44 sur un parcours plat. Rassurez-vous, ça va arriver. D'ailleurs, il y a un des critères sur ce marathon qui n'est pas lié au profil directement, mais qui est lié à la surface sur laquelle on a couru. J'ai pas trouvé grand-chose là-dessus malheureusement, mais 35 des 42 km du marathon du Petit Train du Nord sont sur de la gravel, du gravier en fait. Et là, littéralement, je pense qu'il y a une perte en fait parce que la surface est plus glissante, elle est moins rebondissante que du béton. Donc, je pense qu'il y a une perte liée au terrain sur lequel on a couru, mais j'ai rien trouvé, donc on va pas le prendre en compte. Deuxième sujet, un petit peu à controverse, les chaussures magiques. Sur ce marathon, j'ai couru avec ça. On me l'a beaucoup demandé. J'ai couru avec les Nike Alpha Fly. Raison numéro 1, pas les Vaporfly parce que les miennes étaient mortes, je l'ai déjà dit. Et aussi parce que ces chaussures-là, elles ont un amorti qui est plus important. Il y a plus de mousse à l'avant. Et vu le parcours descendant, eh bien, j'ai pensé que c'était un bon choix pour m'économiser musculairement en prévision de la fin de la course. Ce qui a plutôt été bon parce que même si musculairement j'en ai chié, eh bien, j'ai réussi à aller au bout sans ralentir. Donc, peut-être qu'on pourrait dire merci au Alphafly. Je pourrais pas comparer avec une autre paire de chaussures, mais j'ai le feeling que si j'avais eu les Boston 9 par exemple, avec lesquels j'ai couru à Paris, la fin aurait été plus compliquée. Bref, si on regarde un petit peu les chiffres et les études qui ont été faites sur ces chaussures et qu'on prend le chiffre qu'on lit un peu partout de 4 à 5% d'économie de course avec ces chaussures, eh bien 4 à 5% en termes d'économie de course, ça donne environ 1,5 à 2% de gain en termes de performance. Donc si on met ça au niveau de ma performance sur marathon, eh bien 1,5 à 2%, on va arrondir ça à 1,75%, on va se mettre au milieu, ça fait à peu près 4 secondes au kilomètre, ce qui sur la distance d'un marathon donnerait environ 3 minutes de gagné grâce aux chaussures. On va s'en tenir à ce chiffre qu'on peut trouver dans les études. Après, c'est très individuel. Il y a une étude néo-zélandaise qui est hyper intéressante puisqu'elle dit que le gain qu'on a avec ce type de chaussures, en fait, il est hyper individuel. Certains vont rien gagner du tout, d'autres vont gagner plus que la moyenne. Ça dépend vraiment de la manière dont on court. Et ça, eh bien, pour le savoir, il faudrait tout simplement aller en laboratoire, avoir le masque des échanges gazeux et mesurer la VO2 à une même vitesse. Donc si j'allais courir à mon allure marathon en Alphafly et en Boston 9, on pourrait voir la différence qu'il y a en termes de gain de VO2. Bref, c'est un détail technique.
pourra le faire dans le futur, éventuellement, ça pourrait être intéressant. Et donc, au global, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne un chrono de 2h55 à Paris qui se transforme en 2h44 au Petit Train du Nord. Si vous faites les calculs, les comptes sont bons. On a bien 11 minutes de gagné entre les deux avec tous les critères que j'ai évoqués. Bon, c'est normal, j'ai un petit peu regardé pour que ça fonctionne, évidemment. Et si on se pose la question de jusqu'où je pourrais aller dans le futur, eh bien, les gains qu'on a estimés sur les différents critères, il y a encore 5 minutes 30 potentiellement à gagner, ce qui donnerait un 2h39, potentiellement peut-être à Berlin en fin d'année prochaine, ou l'année suivante si ça fonctionne pas, parce que, comme je le dis, ça reste un marathon, faut être humble avec cette distance, c'est pas parce qu'on a réussi à exécuter sa course une fois comme on le voulait que ça va marcher à tous les coups. Surtout que je n'ai pas évoqué la météo, mais elle était parfaite pour ma course. Donc ça ne fait pas gagner littéralement, mais la météo sur un marathon, ça peut rapidement faire perdre par contre. Voilà pour l'analyse de comment j'ai gagné ces 11 minutes sur marathon. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Posez-moi les questions qui pourraient encore rester auxquelles j'aurais pas répondu dans cette vidéo. Et puis sinon, eh bien, je vous donne rendez-vous pour la prochaine préparation parce que j'ai commencé à m'entraîner pour Boston et j'ai plein de choses que j'aurais envie de continuer de vous partager là-dessus. Allez, à la prochaine les amis.